Moi, il y a rien qui me rend plus heureuse que de que la pédagogie, que d'enseigner. Je trouve ça extraordinaire, ça m'a toujours intéressée. Et puis ma maman est enseignante aussi. J'ai été à Bonne École, c'est une super prof et c'est une façon d'enrichir les gens qui est sous-cotée. C'est quand même, hem, l'acquisition de compétences, quand on t'offre d'acquérir des compétences, c'est souvent tu es dans une boîte ou quelque part, on te dit: «Il va falloir vous former, Jules Rancière, sur ce nouveau truc» et cetera. Tu es là: «Mais c'est génial!» On te permet de devenir plus intelligent, de faire de la gym à ton cerveau. Aujourd'hui, dans Elles font l'espace, je reçois Laura André Boyer. Avec elle, on parle du plaisir d'enseigner, on parle d'entraînement des astronautes, on parle de vol parabolique, on parle beaucoup d'impesanteur et même un peu de mayonnaise. Bonjour Laura, Bonjour Gilles. on va se tutoyer? Oui? Ça te dérange pas? Non, ça serait bizarre de faire autrement, je pense. Ouais. On se connaît depuis... Tu te souviens quand est-ce qu'on s'est rencontrés? 2009? Ah, tu te souviens de l'année 2009, ouais, t'as raison. Ah bah, de l'année, ça va, oui, de la décennie. Mais tu te 2000 non, mais souviens de c'est la ça, circonstance ou pas? on préparait l'ITC Light, et tu étais assis, à côté, je crois, Ouais. à ma gauche. Et ITC Light, parce que le spatial, c'est l'univers des acronymes. Et C'est le Instructor Training Course Light. Light. D'ailleurs, ça s'écrit pas comme light allégé, c'est écrit LITE. LITE, ouais. C'est plus Heu, branché, je pense. plus branché, Ouais. plus c'était pour préparer le basic training de la promo des astronautes de 2009. Ouais, celle de Thomas Pesquet, Alexander Gerst et compagnie. Voilà, Samantha Ouais, Cristoforetti, Andy Mogensen et Tim Peake. ouais. Et donc voilà, je crois, alors je sais pas si ma mémoire me joue des tours, mais je crois que tu étais assis à ma gauche. Ça avait duré un certain temps, cette histoire de training, c'était assez intense En fait, on et apprenait à apprendre, on apprenait à donner des cours on à des apprenait astronautes. la pédagogie avec les standards pédagogiques, Mmh. de l'Agence spatiale européenne et puis voilà comment transmettre des compétences, alors plutôt théoriques sur l'entraînement de base, le basic training et c'était super intense, super intéressant et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que pendant ces 2 semaines, je crois, Mmh. tu m'avais jamais parlé en français et j'ai découvert le dernier jour que tu étais C'est vrai? français, je te jure, c'est vrai. Tu parlais un anglais Ouais, impeccable, un allemand époustouflant. ouais. Je me suis dit: «Je comprends pas d'où il vient ce gars» et le dernier jour, tu m'as parlé en français et j'étais très surprise. Donc voilà. Ouais, on était, c'était un groupe très hétérogène Mmh. d'experts d'un petit peu partout et on apprenait à comment construire, une leçon Oui. pour un astronaute, pour une astronaute. C'était, C'était quoi ta leçon, toi, déjà? moi, c'était la communication. Donc moi, j'étais communicant pour les astronautes et c'était leur apprendre comment communiquer, à la fois utiliser les procédures de communication qu'on avait pour les demandes de médias, et cetera, mais aussi, leur apprendre les bons réflexes, les pièges, les choses comme ça. Tu l'as redonnée plus tard cette leçon? Oui, parce que, on m'a demandé de le faire pour la sélection d'après, en fait, pour la promotion 2022. Donc OK, j'ai réutilisé des bouts de cette, leçon pour ça, recyclé. évidemment, ouais. J'ai OK. recyclé. Mais, toi, tu es devenue carrément instructrice d'astronautes par la suite? Oui, alors, à l'époque de cette, ITC Light, moi je travaillais au CNES, à Toulouse, plus Mmh. précisément au CADMOS, au Centre d'aide au développement des expériences en micropesanteur. J'ai dû oublier un mot, il Est-ce me que manque le mot physiologie. ouais. Donc j'étais, manager d'expérience en physiologie qui se faisait sur les astronautes à bord de l'ISS. Donc c'était mon premier job et c'était extra. Et en parallèle de ce travail de gestion de projet un peu plus, il y avait des opérations, spatiales, en temps réel, donc voilà, être en console. Donc j'ai dû débuter là-bas, au CADMOS embauché par le MEDES, l'Institut de médecine spatiale et puis il y a eu cette fameuse, sélection où, l'ESA, va fureter un petit peu auprès des États membres, pour que ceux-ci leur fournissent, des experts. Donc toi, tu étais expert en communication, pardon et moi, j'avais été envoyée pour donner des cours en anatomie et physiologie
Ouais. Donc voilà, c'était super intéressant. C'est un gros investissement aussi en termes de temps parce que, c'est une leçon a priori que tu vas pas donner, tous les 6 mois ou tous les mois ou même tous les ans. Ouais. Donc ça peut être frustrant, mais moi je me suis vraiment éclatée en donnant ce cours-là, c'était vraiment chouette. Ouais, moi, j'avais compté 120 heures de préparation Ah pour ouais, 1 heure de cours. ouais, bah, ouais. Mais bon, c'est quand tu pars de zéro. Moi, je partais de zéro, donc Ouais, c'était mais ça. c'est aussi des standards de dingue. Il faut vraiment être raccord. Tu te souviens, nos inspecteurs, on peut Ouais, donner leur nom ou pas? Dimitri, Dimitri et Stéphane, ouais. ils étaient vraiment hyper pointus, féroces. Moi, je me souviens, une fois, j'avais pleuré. Tu pleuré? Je te jure, j'avais pleuré tellement Non. tellement, la critique était, nécessaire. Elle était voilà. Je me suis dit: «Mais je suis nulle, c'est incroyable comment je suis nulle» et j'ai demandé à mon employeur, j'ai dit: «Là, j'ai besoin de me poser pendant 5 jours, de faire plus que ça» et donc ils m'ont donné ce temps-là et j'ai fait une leçon, bah, moi, que j'ai adorée. Je l'ai vraiment adorée, elle était ludique parce que tu te souviens, il fallait qu'on soit ludique, qu'on soit un peu marrant, qu'on ait Ouais, des phases de relance et cetera. C'était un vrai c'était un TED apprentissage. Talk, Ouais, pédagogique qu'il fallait avant donner, l'heure. hein, Mmh. avant l'heure. Parce que l'idée, c'était que il fallait être parfait parce que les astronautes sont là 1 heure. Ils sont parfaits eux-mêmes. Bon, déjà, il y avait un petit peu ce culte, Ouais. mais ça a un petit peu changé. Mais ils sont là pendant 1 heure. Mmh. Des fois, ils viennent de très, très loin, et la leçon, elle se refera pas. Mmh. Donc ce qu'on leur apprend là, ce qu'on leur enseigne là, on pourra pas leur si on C'est n'est un pas one très shot, quoi. bon, ouais, Mmh. si on n'est pas très bon, si on est un peu brouillon, si on n'arrive pas à capter leur attention, c'est mort. Voilà, ça, c'est devenu mon quotidien Ouais, ouais. depuis. Non, pour la petite histoire, donc j'ai donné ce cours, on était évalués. Je crois que mes évaluations avaient dû être pas trop mauvaises et j'avais été contactée, après coup, hem, par l'ESA et puis, par Lufthansa Aviation Training, Mmh. donc qui est une des entreprises qui fait partie du consortium des instructeurs. Parce que tous les instructeurs à l'EAC, on fait partie en fait d'un groupe, un consortium de plusieurs entreprises, toujours pour ce fameux retour géographique des États membres qui investissent et cetera. Il faut qu'ils s'y retrouvent en termes de contrat et il m'avait dit: «Bon voilà, on est intéressé par votre profil. Est-ce que vous voulez faire une candidature? On va sélectionner». Je ne sais plus si c'était un ou 2. C'était d'abord un instructeur et puis un second quelques mois ou 6 mois après. Mmh. Et j'avais décidé de me lancer là-dedans, parce que pour plusieurs raisons. J'aimais beaucoup l'EAC, j'y venais régulièrement. L'EAC, c'est Le Centre européen, pardon, le Centre européen des astronautes et non pas le Centre des astronautes européens. ouais. Donc le Centre européen des astronautes qui est un des centres de l'Agence spatiale européenne. Ce centre est basé à Cologne, sur le campus du DLR, donc qui est, l'Agence spatiale et d'aviation allemande et qui a été, voilà, ce centre a été construit à Cologne, notamment pour, la gastronomie et la météo clémente de Pas vraiment. pas vraiment, mais pour la proximité avec l'aéroport, commercial et militaire, Ouais. ce qui nous donnait, l'opportunité de faire, bah, ce qu'on fait maintenant, du direct return, donc rapatrier nos astronautes avec un jet, qu'on puisse, voilà, faire atterrir sur l'aéroport militaire et passer le petit portail qui nous amène, dans nos locaux. Et donc toi, on te propose de changer de vie. Tu étais à Toulouse, tu as J'étais à dit? Toulouse, je m'éclatais, j'étais dans une équipe extra, vraiment, je leur, passe tous le bonjour et je leur dis à tous que je les adore Et on te propose de et changer de vie pour voilà, aller à Cologne en Allemagne, c'est ça. au Centre des astronautes européens, au Centre européen des astronautes, pour, donner des cours aux astronautes finalement. C'est ça, donc pour, devenir, formatrice, d'astronautes qui vont se rendre à bord de la Station spatiale internationale et contribuer a priori, on savait déjà que c'était pour tout ce qui était charge utile payload parce que donc tout à l'heure, on parlait de l'entraînement de base, il y a une chronologie, il y a une succession d'entraînements Ouais. chez nos astronautes institutionnels, professionnels. Une fois qu'ils sont sélectionnés, ils ne sont pas encore astronautes, ils sont candidats astronautes pendant 18 mois à 2 ans, qui est la durée de cet entraînement de base, qui est une homogénéisation, des compétences et des connaissances. Ceux qui ne sont pas pilotes vont le devenir, ceux qui ne parlent pas
encore russe, les gros nuls, ils vont devoir apprendre le Tous. russe, l'anatomie, la Ouais. physiologie, voilà. À l'issue de cet entraînement de base, s'ils réussissent, s'ils ou elles réussissent, il y a aussi un gros entraînement physique, ils vont devenir astronautes bien qu'ils soient encore jamais partis dans l'espace et ils vont, commencer la deuxième phase de leur entraînement qui est l'entraînement spécialiste, qui est un entraînement dédié plus à la formation des systèmes de la station, donc toute la plomberie, l'électricité et cetera. La formation aux procédures d'urgence et ça, c'est un entraînement à durée indéterminée. Donc on a une équipe, à l'EAC qui travaille donc sur ces systèmes, ces procédures d'urgence en cas de feu, de dépressurisation, d'atmosphère toxique et cetera et moi, je m'orientais toujours, a priori, on le savait dès le début, vers l'entraînement mission, donc qui est la phase ultime de l'entraînement où on entraîne les astronautes au travail qu'ils ou elles vont faire à bord de la station. Donc Et le travail à proprement parler, c'est non seulement la maintenance quand même de ces systèmes dont tu as parlé, oui, mais c'est surtout le corps du travail, c'est faire des expériences scientifiques, hem, c'est ça, mettre en œuvre des expériences scientifiques, ouais. c'est ça, c'est l'utilisation de l'ISS. On est arrivé dans la phase d'utilisation de Mmh. l'ISS parce qu'à un long moment, il a fallu la construire, la sécuriser, la maintenir et cetera. Faire en sorte que les choses soient plus fluides, moins coûteuses en termes de cargo et cetera. Donc elle est bien équipée, maintenant il faut l'utiliser à fond et pour l'utiliser et ben, on fait des expériences, on fait des démonstrations technologiques, on fait progresser la science avec les astronautes qui viennent opérer donc ces charges utiles, sur leurs collègues, sur eux-mêmes ou alors en tant que tels. Ça a été un choix difficile pour toi de quitter justement ta vie à Toulouse et de venir à Cologne, faire quelque chose complètement différent, dont tu avais en plus un aperçu? Tu savais que c'était exigeant? Tu savais que c'était, dur un petit peu? Tu as parlé de ça tout à l'heure. Alors moi je me rendais à l'époque où je travaillais au CADMOS à Toulouse, je me rendais régulièrement à l'EAC. Parce que c'était le début de Columbus. Columbus qui est la contribution, européenne à la Station spatiale internationale. C'est un laboratoire d'expériences scientifiques où les États membres qui cotisent aux vols spatiaux habités ont des charges utiles et je me rendais à l'EAC pour soutenir certains instructeurs qui étaient déjà, en poste à l'époque, les anciens, et j'adorais l'ambiance, j'étais fascinée, c'était super, donc voilà, j'avais une vision un peu bulle, mais je voyais l'exigence du Ouais. truc et ça m'attirait parce que j'avais de l'énergie, et puis les gens étaient super sympas. Donc voilà, effectivement, la vie toulousaine me plaisait énormément. Mon travail au Canmos me plaisait énormément aussi. Mais pour tout te dire, ce qui a vraiment motivé, cette candidature à la sélection d'instructeurs, c'est de cœur, en fait. Je voulais me rapprocher, d'une personne qui habitait à Francfort à Mmh. l'époque et c'est vraiment ça la vraie motivation. Donc c'est un peu nul si tu veux, mais en fait, c'est ça les motivations. Ce sont des choses qui Non, mais ça correspondait à ce moment-là à, tes choix de vie personnels aussi, donc c'était c'était tout un à fait ça. ouais. C'était une motivation personnelle, non professionnelle Mmh. qui m'a vraiment stimulée et motivée et en plus de ça, il y avait tout le cadre, les gens que je connaissais déjà, l'industrie, cette progression du national vers, l'européen, en fin de Ouais, compte, vers l'ESA. Donc voilà, tout s'organisait dans la même direction, mais pour te dire la réalité des choses, la motivation, elle a d'abord été personnelle. et donc tu te retrouves en 2010 Tout début à 2010, à oui. Cologne, en Allemagne, Mmh. tu parles pas la langue, Je très peu. chante un peu l'allemand Tu à chantes l'époque et l'allemand? oui, parce que j'ai fait allemand LV2 et big up à Frau Ramos, ma prof d'allemand portugaise, à mon lycée Hector Berlioz. Elle Qui m'a t'a donné appris les à ch bases de la chanson, de oui, la chanson allemande? c'est tout. D'accord, donc tu arrives avec ta petite base de chanson allemande à Cologne, dans un environnement qui est, comme tu le dis, européen, très international. Moi, à l'époque, j'y étais aussi, c'était un environnement vraiment très stimulant parce que je me rappelle de cette nouvelle, sélection, cette nouvelle classe d'astronautes qui vient d'arriver, qui a ses exigences, son envie d'apprendre et puis ses rêves aussi de vol spatial finalement, et tout le monde mobilisé un petit peu pour ça, et tu fais partie de cette cohorte finalement de gens qui va s'affairer pour, leur donner ce qu'il faut. Mais tu vas aussi devenir l'instructrice d'astronautes internationaux, non européens. Alors effectivement, à l'EAC,
On entraîne les astronautes européens, mais on entraîne aussi tous les astronautes qui vont se rendre à bord de la Station spatiale internationale, Mmh. de la NASA, les cosmonautes russes, de Roscosmos, les astronautes, japonais de la JAXA, les astronautes canadiens du CSA. Et puis on a aussi eu ça et là des touristes qui partaient en Soyouz, qu'on a formés aussi. Alors pourquoi on forme des touristes? Ben, tout simplement parce qu'ils vont aller vivre à l'intérieur d'une structure qui est sensible, qui s'appelle la Station spatiale internationale. Il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi, donc c'est hyper important. Et puis un peu plus récemment, les équipages commerciaux d'Axiom, qu'on a formés aussi. On ne forme pas, en tout cas pas encore, les équipages qui sont en dehors, de ce programme ISS, et qui vont faire des vols en autonomie, des vols commerciaux en autonomie. Et les Hem, les vols, excuse-moi, les touristes, comme tu mmh. dis, ceux qui sont pas des astronautes professionnels en tout cas et qui volent sur la Station spatiale internationale, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre finalement? Puisqu'ils font pas vraiment de Alors boulot? il y a toute une espèce de d'éventail, de distinction entre touristes et astronautes professionnels. En fait, on a eu des choses, entre les 2. On a eu des astronautes de réserve professionnels, on a eu aussi des astronautes des Émirats arabes unis, par exemple, ou d'Arabie saoudite, qui eux, sont professionnels, mais font pas partie, en fait, d'une agence ou des USOS. Donc il y en a qui sont professionnels, il y en a qui ne sont pas professionnels, mais il faut tout de même les élever à un niveau, de connaissances et de compétences, donc du côté système, du côté sécurité aussi, urgence et du côté charge utile, qui leur permettent d'évoluer en toute sécurité et de vivre à bord de la station. Donc c'est effectivement un entraînement beaucoup plus compact et condensé, sauf si, par exemple, les Émirats arabes unis avaient fait des demandes en disant: «Nous, on veut qu'ils soient bien entraînés». Donc, on a entraîné Sultan et Asa, les 2 astronautes, des Émirats arabes unis, vraiment de façon hyper sérieuse, hyper dense, hyper complète. Donc, voilà, ils vont on a un peu tous les niveaux. Ouais, c'est pas juste, touche à rien, Ah non, bah non, 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 parce qu'il va falloir qu'ils vivent déjà à bord, donc tout est un petit peu technique, pour la vie de tous les jours qui est changée, à tous les niveaux en fin de compte. Donc la vie à bord, parfois la survie à bord, et aussi toutes les procédures d'urgence et puis certains ou certaines, voilà, vont travailler, vont véritablement, réaliser des tâches et donc il va falloir les former là-dessus aussi. Mais sinon pour revenir à l'entraînement des astronautes professionnels, chaque astronaute qui se rend à bord de l'ISS vient s'entraîner à l'EAC, tout comme les astronautes européens vont s'entraîner à Houston, à la Cité des Étoiles et à Tsukuba au Japon. ouais. Dans ce travail de, pédagogique finalement, Oui. hem, c'est quoi le plus difficile? Est-ce que c'est les mêmes difficultés que n'importe quel prof de lycée ou il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à Alors, ça? il y a eu des difficultés qui ont évolué, au Pour quand toi? j'ai Ouais, débuté, je trouvais ça hyper difficile, la rigueur. La rigueur qu'il fallait avoir. Tu te souviens déjà au basic training, c'était quand même très ouais. rigoureux et sur les entraînements, ISS, on a une rigueur, on a des objectifs, des standards, tout est scruté par des experts pédagogiques et puis aussi les experts en la matière. Tu peux donner un exemple de ce que c'est la rigueur pour ces Alors, entraînements? admettons, on a une charge utile, tu vois cette, navette, Lego qu'il va falloir manipuler à bord de la station. À l'intérieur, il y a un truc caché, bon et cetera machin. Heu, donc on va devoir estimer avec les experts combien de temps ça va prendre en termes d'entraînement, récupérer, les pièces, les monter, peut-être les brancher, les sécuriser et ensuite opérer cette charge utile. Donc déjà, il y a la définition de l'entraînement, de sa durée, dans un premier temps. Et puis ensuite, très rapidement, on arrive face à un espèce de canevas pédagogique qu'il va falloir remplir. Alors ça, la première fois que tu le vois, tu dis: «OK». Donc il va falloir choisir, définir des level of learning, Des j'espère que je niveaux te des niveaux d'apprentissage? d'apprentissage, de compétences, où tout est codifié, un niveau cognitif, un niveau affectif et cetera. Un niveau Heu, affectif? ouais, voilà, donc tout C'est-à-dire? est rangé. Beh, tout est rangé, tu as une matrice, en fait, où on va, évaluer le niveau requis, par Mmh. exemple, si c'est juste observateur, débutant, expert, OK, tu formes si pas tous les astronautes à un même niveau non, sur la même leçon. non, effectivement, hem, Donc OK, disons que tu formes un expert alors sur une leçon. Et il a un critère affectif? alors, pour certaines leçons, oui.
C'est-à-dire? Mais par exemple, il va falloir définir avec des mots-clés les objectifs pédagogiques de ta leçon OK. et pour pouvoir, heu, les rédiger correctement, tu vas devoir aller chercher des verbes et ces verbes sont rangés, tu te souviens? Ouais, je me souviens, ça y est. Sont rangés dans une matrice et tu as oublié qu'il y a une colonne affective, mais il y en a J'avais oublié, une ouais. et donc voilà et tu dois trouver et si tu n'arrives pas à démarrer ton objectif pédagogique par le verbe, Par le verbe qui convient. et ben c'est que tu t'es gouré et Ouais. il faut tout recommencer. Donc tu fais ça, tu fais le nombre d'objectifs. Donc par exemple, on a dit récupérer toutes les pièces, s'assurer qu'elles sont toutes là, les assembler, brancher et ensuite sécuriser et opérer. Donc tu vois, là, c'est que des verbes que je Mmh. t'ai sortis. Et puis après, tu as la dimension aider ou pas aider. Est-ce que tu vas le faire seul? Est-ce que tu vas le faire avec l'aide du sol? Est-ce que tu vas le faire avec l'aide d'une procédure en réalité virtuelle, et cetera, et cetera. Procédure, il y en a toujours une. Mais donc voilà. Et donc, il va falloir remplir ce canevas avec des profondeurs. Il faut vraiment définir une stratégie pour ta leçon aussi, si tu vas aller du plus simple au plus compliqué, du plus petit au plus grand, et cetera. Et tu dois documenter tout ça. Et ça, c'était super dur parce que moi, j'avais envie d'ouvrir mon ordi et de créer un cours, quoi. Ouais. Donc il fallait absolument passer par ce filtre-là qui prend des semaines, parfois des mois. La distinction dont je me souviens, c'est que tu dois créer un cours que quelqu'un d'autre peut donner. C'est-à-dire Effectivement. qu'en gros, si tu es malade le jour du cours, Mmh. il faut absolument que quelqu'un d'autre puisse prendre ton cours Alors et le donner. quelqu'un qui soit certifié en théorie. Voilà. Bien sûr. Et effectivement, Mmh. quelqu'un qui a passé, Mmh. qui a fait l'école Ouais. des apprenants aux astronautes. Mmh. Et j'avais trouvé ça très difficile finalement parce que normalement, tu peux te dire: «OK, c'est mon cours, je sais comment le donner, on m'a donné les objectifs, on s'est mis Ouais. d'accord sur tout, puis le reste, je le fais». Non, Alors là, c'est pas comme ça. tu touches du doigt, deuxième truc super difficile pour moi, c'est de scripter une leçon. Ouais. On te demande, de rédiger un script qui s'appelle le lesson plan part 3 que tout le monde déteste, et il va falloir scripter l'intégralité de ton cours que tu vas donner et le mettre à jour à chaque fois que tu modifies ton contenu et ça va très, très loin. On dirait, que tu codes un programme. Tu vois? Je sais pas si tu te souviens, mais on devait mettre d'abord, OK, intro, accroche et puis après tu dis, ce que tu vas dire, humour, question de relance, Ouais. question rhétorique, Et contenu. il y a des choses dont je me sers encore quand j'écris un script pour, n'importe quel discours, par Mmh. exemple. Je me souviens qu'entre, une partie et une autre partie, on devait marquer TR en lettres majuscules pour transition. Oui, C'est entre crochets les fameuses transitions. et je le fais toujours. L'idée, c'est qu'on pouvait pas, hem, avoir des entrées pédagogiques et puis une autre entrée pédagogique directement. Il fallait mettre une phrase de transition et donc il fallait marquer TR pour bien faire comprendre que c'est ça, c'est la transition. Et puis surtout pour que le contenu soit digeste. On Oui, forme sur un contenu qui est haut niveau. Alors bon, j'ai pas pris un super exemple, mais souvent les charges utiles, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus, parfois. On sait pas, et puis la façon dont on les opère n'est pas toujours possible sur terre aussi. ouais. Donc, c'est un contenu où on va solliciter de l'imagination, beaucoup de précision, des bases scientifiques aussi, parfois qui sont pas ni les miennes, ni celles de la personne en face. Donc il faut que ce soit digeste. Mais c'est vrai que tu as raison, je me souviens quand on décide de faire de l'humour dans la leçon, il fallait marquer humour Humour, en lettres bien sûr. majuscules et ensuite marquer ta blague pour que si jamais c'est quelqu'un d'autre Bien qui le sûr, fait, ouais, ouais. comprenne que c'est de l'humour. Mmh. Sinon Bah, ça ouais. Mais oui, donc ça c'était quelque chose de très difficile. ouais, Enfin, c'était difficile parce que ça m'agaçait et parce que j'avais pas perçu ô combien c'était un outil efficace, pérenne, super et puis aussi parce qu'on pouvait avoir le luxe de l'utiliser cet outil-là, hein. Il y a d'autres domaines où il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus en surface, bon, moins en profondeur en tout cas. Mais au fil du temps, j'ai trouvé que c'était, extrêmement, efficace comme technique. Donc tu remplis ce canevas qui va être analysé par des experts en pédagogie, ils vont te faire des remarques, tu corriges et cetera. Ensuite, tu te lances dans le développement du contenu qui va être par exemple une présentation PowerPoint et cetera. Ensuite, le développement du script et en phase finale, tu vas donner des dry runs, donc en fait des répétitions
jusqu'à aller à la répétition générale et dans cette répétition générale, tu as les experts pédagogiques, les experts en la matière. Donc les experts, si tu entraînes sur une charge utile sur les radiations, bah, tu auras ceux qui ont développé la charge utile et ceux qui sont les investigateurs principaux de la charge utile, les scientifiques par exemple. Et puis il faut impérativement que ton élève soit un astronaute. L'élève de la répète générale. L'élève de la répète générale qui est ta certification, voilà. Mmh. Comme ça, elle ou lui peut se dire, «Non, ça marche C'est pas, nul c'est nul». ou alors c'est excellent. Et on reste quand même dans malgré ce cadre de rigueur, on reste quand même dans quelque chose de très, encore une fois, c'est de la transmission, c'est du partage, c'est des choses qui, normalement, rendent heureux. Est-ce qu'il y a encore de ça malgré, le Chez cadre moi? de rigueur? Ouais. Ah moi, il y a rien qui me rend plus heureuse que la pédagogie, que d'enseigner. Je trouve ça extraordinaire, ça m'a toujours intéressée. Et puis ma maman est enseignante aussi. J'ai été à Bonne École, c'est une super prof et c'est une façon d'enrichir les gens qui est sous-cotée. C'est quand même, l'acquisition de compétences, quand on t'offre d'acquérir des compétences, c'est souvent tu es dans une boîte ou quelque part, on te dit: «Il va falloir vous former, Jules Rancière, sur ce nouveau truc» et cetera. Tu es là: «Mais c'est génial!» On te permet de devenir plus intelligent, de faire de la gym à ton cerveau. Je sais pas toi, mais moi j'avais téléchargé, il y a quelques années, une des applications, pour faire de la gym, à mon cerveau. Ah Tu ouais, sais, des laquelle? petits trucs et je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était Mind quelque chose et cetera. Puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Non mais en fait, bosse plutôt tes trucs au boulot là, tu du tu du travail, on te propose de suivre telle formation» et voilà, je trouve que c'est assez, c'est sous-coté comme j'ai dit, mais c'est pas assez mis en valeur. Quand tu as la capacité d'apprendre, heu et d'enseigner, Et surtout d'enseigner dans ton cas, ouais. je trouve ça génial. Alors par contre, être formateur d'astronaute, il faut que tu aimes apprendre aussi. Alors là, tu es obligé parce qu'avant toute chose, tu vas devoir toi-même te former sur des domaines scientifiques qui sont parfois tellement à la pointe qu'ils ne sait pas trop de quoi on parle, des machines que encore une fois, tu as jamais vues, des techniques, des gestuels, des dextérités, dérouler tes procédures. Il faut que tu aimes et que tu sois capable de le faire d'abord toi-même. Donc c'est un apprentissage, heu, très long en première phase, en fin de compte. Donc il faut aimer apprendre, il faut Oui. aimer enseigner, ça c'est clair. Oui, Tu as parlé tout à l'heure de l'aspect international aussi de tes apprenants oui. finalement, est-ce que la compétence interculturelle, c'est quelque chose d'important ou est-ce que c'est secondaire quand on enseigne à des astronautes? C'est quelque chose qui est très présent. Alors i ça fluctue en fonction des périodes. Les choses peuvent se niveler un petit peu, au fil du temps avec, une population qui parle de plus en plus tout anglais, par exemple. Donc on avait des grandes différences parfois, entre un entraînement, avec, des astronautes, texans et des cosmonautes russes avec, traductrice toujours et donc ça, c'était très important aussi de connaître leur rythme, de savoir comment ça allait se passer et cetera. Ça, ce sont des choses qui s'atténuent un petit peu parce que tous les astronautes parlent, très bien anglais maintenant et puis je pense qu'il va y avoir, hem avec des changements avec, une nouvelle population qu'on a eu déjà avec les passagers d'Axiom, des nouvelles nations, une population un peu moins homogène. Donc je pense que c'est toujours hyper important, quand on a ce désir de vraiment ancrer des connaissances et des compétences, de savoir qui tu as en face de toi, de savoir quel est leur rythme, quelle est leur tradition. Tu vois, par exemple, je vais peut-être pas me comporter de la même façon il y a même pas de peut-être dans cette phrase. Je ne vais pas me comporter de la même façon quand j'entraîne, des rookies ou des astronautes qui sont déjà partis 3 fois ou, des astronautes japonais qui ont vraiment cette culture de l'éducation du sensei, du maître. Alors donc j'adore parce que te tu es vraiment, le maître, tu vois? Donc, et ces marques de respect ne vont pas, être, représentées de la même façon ou du tout, auprès d'une autre population. Donc oui, oui, c'est fondamental selon moi. Mais encore une fois, ça ne concerne que moi et je suis pas sûre qu'on fonctionne tous de la même façon dans l'équipe. C'est des,
des moments uniques pour les astronautes, on l'a dit. C'est pour ça aussi que l'entraînement est aussi exigeant, parce qu'eux, ils viennent là une fois. Des fois, ils arrivent en jet lag complet parce qu'ils sont Mmh. partis du Texas la Ouais. veille. Ils arrivent, ils ne savent pas quelle heure il Mmh. est. Il t'est arrivé des catastrophes, on va dire, au niveau pédagogique? Des catastrophes au niveau pédagogique, non. Après, il y a eu des moments un peu marrants. Des moments un peu marrants avec des astronautes, méga fatigués, avec, des astronautes, qui avaient oublié leurs fringues de sport, quand tu sais quand tu alors si, il y avait des charges utiles, qui nécessitaient, d'être en short et en débardeur parce qu'on doit, marquer sur la peau, des points de mesure, voilà, pour mesurer l'élasticité de certains muscles, de certains tendons fascias, de la peau, des machins et cetera. Donc déjà, c'est quand même bizarre d'aller marquer le corps de ton collègue que tu connais pas du tout, donc voilà, mais bon. Mais surtout quand il a oublié ses fringues de sport et que moi je dois lui prêter un petit short, tu sais? Un petit Donc short rose à toi, petit alors? short rose à moi. Donc on a eu des petits moments, des petites tenues sympas, et puis on a aussi, des cas de figure, qui sont un peu plus subtils. On a des astronautes qui restent longtemps, à l'EAC parce que, on doit les élever à un niveau spécialiste sur une manip compliquée. Ils vont rester, voilà 1, 2, 3 semaines et je me souviens de 2 choses qui ont attrait toutes les 2 à la nourriture, donc voilà. Je me souviens, je crois que je l'avais raconté, d'un astronaute qui était super énervé, alors que c'est un amour Mais pas de contre toi? non, 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 mais il était énervé tout le temps. Je disais: «C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?» Et donc de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il arrivait pas à observer son régime habituel à Cologne. Parce qu'on a une cantine, pas à l'EAC, mais sur le campus du DLR. Cette cantine, c'est pas alors tu as toujours des saucisses et des pommes de terre. C'est une cantine allemande. Si tu veux C'est manger une des can frites tous les jours, tu peux. ah, des patates et des saucisses tous les jours, tu peux, absolument. Mais quand tu observes un régime particulier, notamment un régime keto, c'était un peu compliqué pour cette personne parce que c'est méga sportif et C'est quoi le régime keto, ouais, exactement? un régime keto, alors je suis pas experte, mais c'est un régime, qui est basé, c'est un régime cétogène où tu vas éduquer en fait ton corps à, puiser dans des réserves lipidiques. Donc tu vois, tu peux manger des glucides, des protéines et des lipides et ce régime exclut les glucides. C'est-à-dire que tu vas arrêter de manger du sucre, en gros? Tu arrêtes de manger du sucre, du pain, des choses comme ça OK. et tu vas vraiment te nourrir grosso modo de sauciflard quoi, de viande Bah, et c'est de parfait pour la fromage. cantine, Je de sais. l'Allemagne, ça. Ouais, mais c'était pas assez varié, il fallait voilà, et puis tu sais en Allemagne, tu te souviens à la cantine, ils avaient des diététiciens, mais parfois tu te dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi?» Tu vois? Vous avez un filet de poulet, laissez-le comme ça, grillez-le à la limite et puis ils nous mettaient du poulet Hawaï, avec du fromage et Oui, donc tu vois? Bon et ouais, en fait, ouais, je me bien suis sûr, rendu ouais. compte qu'il était fâché parce qu'il avait pas le temps de manger correctement et d'aller faire son sport et je me souviens arriver en salle de classe avec des blancs de poulet, justement et ça allait beaucoup mieux, ça allait Donc tu beaucoup lui mieux. as amené ces J'ai blancs de amené poulet? des blancs de poulet, des noix, des amandes et je me débrouillais pour terminer 1/2 heure plus tôt sur le créneau. Donc on chargeait vraiment, on était super concentrés, il y avait des breaks qu'on prenait pas et je lui réservais, la gym, juste après donc il était, refait quoi. Il était hyper content après. Donc c'est des attentions qui peuvent paraître un peu, c'est de l'empathie mais c'est surtout, l'empathie, c'est un peu galvaudé, on la sert à toutes les sauces, mais je suis persuadée que c'est essentiel si et puis en plus dans des salles de classe où on est un élève, un enseignant, si tu déroules ton script comme Ouais, ça ouais, ouais. et j'ai des collègues qui le font et c'est très efficace. Et je me souviens qu'effectivement, tu parles d'empathie, mais d'abord, il y avait, plusieurs steps dont il fallait s'assurer avant que la leçon puisse se tenir. Mmh. Dans mon souvenir, il y avait un step qui s'appelait readiness. C'est est-ce que l'apprenant est prêt? Mmh. Et ça, c'est, est-ce qu'il a trop chaud? Est-ce qu'il a trop froid? Ouais, ouais. Est-ce qu'il est Est-ce qu'il a fatigué? faim, soif? Est-ce qu'il est en train de regarder son téléphone? Mmh. Est-ce qu'il attend quelque chose? Est-ce Mmh. que et donc quand tu parles de cet agacement lié à la nourriture À la ou au manque faim, de temps, à la faim, la faim, la la frustration. frustration de ne Ouais. pas manger ce qu'on veut, ça, c'est
la readiness, c'est ça. C'est est-ce qu'on est prêt finalement à recevoir autant d'entrées pédagogiques? Mais ça va loin aussi parce que je pense pas que tous les instructeurs de l'équipe dans laquelle je travaille, que j'adore tous, aient envie d'aller aussi loin, jusqu'à amener du poulet en cours, si tu veux. Donc le Chacun son truc après, tu vois? readiness, Chacun sa moi, c'est la bouffe. Mais j'ai utilisé, la nourriture plusieurs fois. On a eu aussi en période de covid des entraînements, il fallait limiter, on pouvait pas arrêter l'entraînement. Et il y a des entraînements qui pouvaient pas se faire à distance. Déjà de base, on savait pas faire à distance. Là, on a été amenés à le faire, donc à se réinventer un peu là-dessus. Mais il y en a que tu peux pas faire à distance. Et ceux qui devaient se faire donc face à face, on limitait le nombre d'intervenants. Donc parfois un apprenant se retrouvait souvent avec le même instructeur et ça pouvait être long. Ça pouvait être long et je me souviens de longues semaines d'entraînement où, Ah voilà. oui, bah, ça veut dire que excuse-moi, j'avais pas compris. Quand tu dis ça peut être il se retrouve avec la même personne, c'est-à-dire que pendant une semaine ou 2, Ouais, tu as un astronaute qui ouais, vient à Cologne, ouais. il voit la même Un ou instructrice, 2 en instructeurs, ouais, ouais, l'occurrence, ça peut être toi, ouais, et donc pendant une semaine, non seulement ouais. c'est des cours individuels, mais il voit personne d'autre Il puisque c'est faut Covid. et puis il faut relancer la joie de rentrer en salle de cours et je me souviens, je faisais des gâteaux, je faisais des gâteaux tous les jours La joie, différents. ça passe vraiment par le ventre, C'est par la bouffe. Non, mais c'est parce qu'après, bon, j'avais, ciblé un peu, les personnes, mais je sais pas, c'était un moment, où on se rassemblait autour de quelque chose, donc voilà, des gâteaux, des petits cookies, mais maison, c'est très important. Oui, bah, c'était Covid, chacun faisait ses petits Voilà, gâteaux et ouais. sa petite Mmh, burrata à la maison, bien sûr. mmh. Et donc cette passion pédagogique que tu as, je me souviens qu'à l'époque, tu me disais: «J'ai envie de prendre d'utiliser mes vacances de boulot pour aller à Bordeaux faire des vols paraboliques ou travailler sur les vols paraboliques». Ouais. Ça t'est venu quand ça déjà? Alors, à l'époque où je travaillais à ça me tue de dire «à l'époque», j'ai l'impression qu'on T'as l'impression d'être vieille? Ouais, on en est tous un peu là, tu non vois? mais attends, ça fait longtemps qu'on travaille, dans cette industrie. Toi, Ouais. 20 ans? Non, 19? non, 18? 15. Ah putain, 18, Tu me ouais. vieillis d'un coup là. Mais non, mais c'est parce que non, mais c'est vrai, toi, tu as débuté à l'EAC, en fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais j'avais pas 20 ans quand même. J'ai débuté, j'avais 26-27. Pareil, on a fait l'ITC Light, moi j'avais 27 et puis, j'ai embauché 28, ouais, Tu vois, on est des bébés du spatial. des bébés. Ouais, donc à l'époque où je travaillais au Cadmos, c'était le début de Columbus. On était à fond dans les opérations, il fallait les faire et on n'était pas une grande équipe. Donc moi, je m'étais certifiée relativement tôt aux opérations et je prenais des shifts. À l'époque, on avait le week-end, on avait tard le soir, la nuit, et cetera. Et on m'avait proposé de participer à des vols paraboliques, donc hem et puis j'avais pas pu. Il y avait eu 3 opportunités à l'époque où j'étais à Toulouse. Donc très simplement, Laura, les vols paraboliques, c'est quoi? On entend vol 0G, vomit comet, Alors on n'entend pas vomi de comète, avec Novespace. Novespace, qui est la filière du CNES, qui opère ces vols paraboliques. Donc je vais essayer de t'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Tu as 2 endroits, peut-être 3, par le passé 3 pour sûr, mais aujourd'hui 2 assurément où on peut, faire l'expérience de vol parabolique dans le monde. dans le monde, 2 endroits dans le monde. Aux États-Unis, alors dans le temps en Russie, peut-être encore maintenant, hem et à Bordeaux avec, Novespace qui est un endroit que tu connais, Ouais, ouais. hem, donc filiale du CNES qui possède, un avion, donc là pour le coup un Airbus A310. Avant c'était un Airbus A300 et avant c'était une Caravelle et à l'intérieur de cet avion, on va pouvoir, faire plusieurs types de vols. On va pouvoir faire des vols scientifiques, qui sont vraiment, voilà le cœur de l'activité de Novespace. Donc les vols scientifiques, des vols découvertes, donc qui sont des vols commerciaux et puis des vols, d'entraînement. Donc les vols scientifiques, hem,
ils vont être sponsorisés par des agences spatiales. Donc des agences spatiales, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, le CNES, l'Agence spatiale française et le DLR, l'Agence spatiale allemande, vont acheter des campagnes de vol, parabolique scientifique pour aller y emmener des chercheurs et leur matériel à bord pour faire de la recherche, des démonstrations, des validations dans cette plateforme de gravité partielle. Les plateformes de gravité partielle, il y en a pas des masses, des masses. On peut pas éteindre la gravité. Il y a pas un parce Ce que serait trop bien, mais moi, voilà. j'ai fait les journées, grand public, les journées portes ouvertes au centre des astronautes. Les gens, à chaque fois, il y a au moins Ils une te demandaient personne: «Où est la pièce où on enlève la et tu gravité?» les as pas enfermés. Tu vois, c'est une question qui revient toujours Ah ouais. et en fait, j'en reviens Non, mais en toujours à fait, parler des vols non, mais ça paraboliques me après. surprend pas tant que ça, en fait. Mais donc voilà, les plateformes de gravité partielle, tu as la Station spatiale internationale, bah, ça coûte cher quand même d'y aller, c'est compliqué, vous êtes obligés de vous faire entraîner par des gens comme moi, donc c'est pénible aussi. Pénible. On a des drop towers, donc qui sont des tours très, très hautes, du haut desquelles on va pouvoir lâcher, des pas des gens, hein, mais des petites boîtes expérimentales et on va pouvoir, avoir quelques secondes d'apesanteur qui suffisent à certains domaines scientifiques. Et puis après, on a des ballons stratosphériques qui peuvent aussi accueillir, des expériences, mais pas des humains. Et encore une fois, il faut, que les manips soient éligibles à ce type de plateforme. Et on a enfin l'avion parabolique, donc les vols paraboliques, qui vont offrir en fait à des personnes et des charges utiles, des machines, hem, plusieurs secondes d'apesanteur, donc exactement entre 22 à 25, par manœuvre. Donc on appelle ça vol parabolique parce que l'avion va décrire une trajectoire de parabole. Mmh. Alors pas tout seul, il va être piloté Ouais. et il va être piloté de façon très spéciale, donc par 3 pilotes de façon simultanée et ils vont, faire en sorte de suivre le plus précisément cette, trajectoire qui va offrir donc une apesanteur de très grande qualité, heu, voilà à chaque manœuvre. Et comment ça se passe exactement? Parce que comment ça j'ai envie de dire comment ça se fait Mmh. que quand l'avion décrit une parabole, tout d'un coup, on est en apesanteur? Moi, je l'ai fait cette expérience. Comment ça se fait, en fait? Alors je suis probablement pas la meilleure personne pour te parler de la mécanique et de la physique du vol, mais je vais essayer de te l'expliquer. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est tu si j'avais une balle dans la main, c'est de lancer l'avion comme on lancerait une balle. Mmh. Qu'est-ce qui se passe là, si je lance une balle? Eh bien, je vais accélérer avec un mouvement la balle et au bout d'un moment, je vais ouvrir ma main et la balle va quitter ma main. D'accord? Et là, elle sera plus accélérée. À partir du moment où elle quitte ma main, il y a plus rien qui la pousse. D'accord? Donc avec l'inertie, elle va monter puis redescendre. Elle va pas tomber comme une pierre comme ça. Mmh. D'accord? Sauf cas exceptionnel. Mais voilà. Donc le principe, c'est exactement ça, c'est ce qu'on veut faire sur une trajectoire qui est millimétrée pour pouvoir avoir donc déjà, pour qu'on soit en sécurité à l'intérieur de cet avion et pour qu'on puisse avoir le la plus grande durée en toute sécurité avec, heu, des coûts qui soient aussi, raisonnables, à chaque manœuvre. Donc en fin de compte, c'est ce que vont faire, les pilotes. Donc tu as un pilote qui est au pitch, donc c'est ce mouvement-là. Pour un avion, tu as ce mouvement-là, De de haut en bas, haut en bas. Après tu as le roll, comme ça, de rouler, d'un côté et de voilà l'autre, et tu as le yaw qui est comme ça. Donc grosso à droite, à modo, gauche. voilà, Ouais. gauche-droite. Ce mouvement-là, cette manœuvre-là, on ne l'utilise pas, elle est pas pilotée, elle est bloquée. Et le troisième truc, c'est l'accélération, donc les gaz. Donc tu as un pilote au pitch, tu as un pilote au roll et tu as un pilote au gaz. Donc ils sont 3 à piloter. Dans les avions classiques, tu as un pilote et puis un copilote, voilà, mais tu en as un qui pilote. Là, ils sont 3 à piloter en même temps, de façon simultanée et synchrone. Donc c'est une manœuvre, il faut s'entraîner beaucoup pour pouvoir la réussir. Et le principe, c'est d'accélérer l'avion, on l'accélère, on l'accélère et le pilote au pitch va tirer sur le manche jusqu'à atteindre un angle d'assiette de 50°, donc une inclinaison de 50°. Heu et à partir de ce moment-là, quand, on atteint alors cette montée-là, c'est la ressource d'entrée.
Donc on accélère et cette ressource d'entrée, on va peser plus lourd que d'habitude avec la montée, l'inclinaison, l'accélération, et cetera. Donc on va peser 1,8 à maximum 2 fois notre propre poids. Donc ça paraît rien, c'est effectivement pas grand-chose. Par contre, ça dure. La ressource d'entrée, je sais pas si tu te souviens, mais Ouais. ce qui est très surprenant, c'est que ça reste et c'est constant. Et c'est pas comme une accélération en voiture ou je sais pas quoi, où ça accélère fort et puis ça s'arrête rapidement. Ouais. Là, ça reste. Voilà. Et quand on atteint sur la trajectoire ces 50 degrés d'assiette, eh bien, le pilote à la poussée au gaz va simplement arrêter cette poussée-là. Il coupe les gaz, quoi. Alors, il les coupe pas, mais il arrête la poussée. OK. Et il y a une annulation des forces qui s'opère à ce moment-là. Donc, tu as la poussée, la traînée, la portance et la dernière qui reste, donc la force de gravité. La gravité, Et à partir de ce moment-là, les 3 s'annulent, il ne reste plus que la force de gravité et l'avion est en état de chute libre. Comme quand tu lances ta balle, C'est finalement, ça. quand la balle quitte ta main, quoi. Mais le truc qui perturbe un petit peu le cerveau, c'est qu'on peut être en état de chute libre tout en ayant un mouvement ascendant. D'accord? C'est ce que je disais. Mmh. Quand on arrête l'accélération, que l'avion, arrête d'être accéléré ou que la balle quitte ma main, elle va continuer à monter, mais l'état va être en chute libre et c'est ça qui va permettre, tout ce qui est à l'intérieur de l'avion, d'être en apesanteur. Donc avec l'inertie, ça va monter, puis redescendre. Tout ça est très contrôlé, les pilotes, ils sont attachés, ils sont pas là en train de faire n'importe quoi. Alors à l'arrière, les gens sont concentrés et cetera. Sur les vols commerciaux, un peu moins Au moins. concentrés, ils sont là pour s'amuser aussi. Mais les pilotes, ils contrôlent toute cette trajectoire, en fait, qu'ils doivent suivre toujours de façon millimétrée et donc à la fin de cette phase d'impesanteur, on va rentrer dans la ressource de sortie, Mmh. d'hypergravité aussi, d'hyperpesanteur à nouveau. Où là, quand on a un angle d'à peu près 47-45 degrés, remise de gaz, ressource de sortie et ensuite vol à plat. Donc en fait, l'impesanteur, c'est de la chute libre. En tout cas, l'avion est mis en état, n'est plus assujetti qu'à cette force-là, qu'à cette force de gravité. Mmh. Donc on atteint dans un état de chute libre et donc tout ce qu'il y a à l'intérieur va se retrouver en impesanteur. Ouais. Voilà. Tu as un souvenir donc, de ta première parabole libre J'étais à la cantine, voilà, encore une fois, de Cologne, du centre du DLR, de la DLR, du DLR, je sais jamais ce qu'il faut dire. ouais, du centre européen des astronautes, en tout cas, ouais. Voilà. Hem et un de mes collègues, Franck Salmen, vient me voir, elle me dit: «Ça te dirait, de faire un vol parabolique?» Je dis: «Ah, très drôle», il savait que j'avais bon, voilà, que j'avais pas pu participer à ces 3 superbes opportunités à l'époque où je travaillais en France. Il me dit: «Non, non, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux». Je suis Il me dit: «Bah, il y a une équipe, du centre de physiologie, du DLR là, ils ont une campagne de vol dans 2 semaines et ils ont perdu, une de leurs sujets». Donc on dit plus cobaye, mais on dit sujet. Mmh. Donc c'est une fille et tout le protocole, voilà, c'est un entraînement qui est difficile, il faut être sur place. Ils avaient tout prévu sur la corpulence et cetera. Une fourchette d'âge, être en forme et cetera. Ils me disent: «Est-ce que tu voudrais la remplacer?» Je dis: «Ah bah ouais, allez, on y va» et c'était ma première parabole, en impesanteur. Donc après ton expérience, un peu traumatique de la première parabole, du premier vol, tu as voulu quand même continuer? Alors elle était pas traumatique du tout. Elle était pas traumatique, elle pouvait avoir l'air traumatisante comme ça. C'était surtout le protocole avant-après qui était un peu, voilà, spécial et difficile physiquement. Mais ma première parabole, de toute ma vie, je m'en souviendrai, je riais tellement que le masque ne collait pas. Si tu veux, il y avait des fuites. Il me disait: «Arrête de rire, arrête de rire» et c'est irrépressible. Je sais pas si tu te souviens, mais on est complètement béat, on sourit beaucoup. Ouais. Donc c'était extraordinaire et j'ai continué pour une raison assez marrante. C'est que, donc on était anonymisés. Si tu veux, nos données étaient anonymisées. Tu peux pas dire: «Ces données, c'est celles de Jules ou c'est celles de Laura» et cetera. Mmh. Il faut que ce soit anonyme, néanmoins qu'on sache qui est le sujet et on avait un nom de code. On avait un nom de code qui était, produit, randomisé et cetera et je me souviens, mon nom de code, c'était OBX et Obélix? non, mais OBX, mais tu as Ah! entendu Obélix? Oui. Et donc j'étais dégoûtée et j'avais dit: «On peut pas le changer, s'il vous plaît?» Ils m'ont dit: «Non, non, non, c'est sorti comme ça, c'est enregistré». Je fais: «Ah putain, bah, OK, OBX, bon» OBX, et OK. et donc
Cette équipe du DLR avait un partenariat avec le MIT Mmh. à Boston et ils étudiaient en fait le volume de sang expulsé par le cœur. Donc par cette technique, en respirant un mélange gazeux et cetera, on pouvait définir le cardiac output, le volume de sang et donc c'est une technique non invasive qui est super intéressante, qui est pas toujours marrante, mais non invasive, c'est quand même super et en regardant les données, tu peux ségréguer vraiment une population masculine et féminine dans les sujets. Si tu veux, si tu regardes les données, même si tu as un nom de code OBX ou je sais pas quoi, tu peux dire: «Ah ça, c'est un cœur de fille, ça, c'est un cœur d'homme». Ça se voit par les Oui, données? ouais, C'est ça se vrai? voit, ouais. Comment ça se fait? Pas toujours. Alors parce qu'il y a, une élasticité, une fréquence, un volume. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont expliqué OK. et donc voilà et le MIT a dit: «Ben, il y a 2 sujets qui sont intéressants, 2 garçons qui sont intéressants pour nous et on va refaire un vol parabolique avec ces 2 sujets, plus des nouveaux». Donc un protocole plus ou moins, similaire avec de l'échographie en plus, et cetera. Mmh. Et donc ils donnent les noms et il y avait truc et Obélix. Il me fait: «Non, mais Obélix, c'est pas un garçon» et ça Tu un cœur de garçon, en fait. je alors, j'ai un tout petit cœur, mais qui pulse beaucoup, beaucoup de fluide parce que quand tu arrives en apesanteur, tu as un rush de fluide et il faut que le cœur et ben, il envoie tout ça, et donc j'ai un cœur élastique. J'ai pas un cœur très élastique et ça les a intéressés. Ils ont dit: «OK, ben, on prend un autre garçon, mais on garde Obélix» et donc ils m'ont fait revoler après et de fil en aiguille, à Novespace, donc ils me disaient: «Tiens, tu reviens?» Donc j'étais avec une équipe allemande, mais je parlais français, donc c'est sympa et puis j'ai volé avec le CNES sur une manip, dont j'étais en charge à l'instruction, et puis ensuite j'ai volé avec l'ESA et donc le Novespace me disait: «Mais tu bouffes à tous les râteliers» et donc je disais: «Mais non, mais c'est super, j'ai beaucoup de chance». C'était toujours, une disponibilité, les choses faisaient que. J'ai jamais fait le forcing. Ça a toujours été amené et j'ai saisi les opportunités et oui, effectivement, il fallait souvent poser des vacances et ça m'a jamais dérangée, bien au contraire, c'était des opportunités extraordinaires. Et à un moment, tu as décidé de passer carrément de l'autre côté de la barrière, de pas rester simplement utilisatrice ou cobaye, comme tu l'as dit Mmh. tout à l'heure, mais vraiment, faire partie des équipes qui facilitent tout ça. Alors j'ai pas décidé encore, si tu te rendras compte que moi je décide de rien en fait et quand j'essaye de décider de quelque chose, ça marche pas. Donc c'était en fin 2016, Thierry Garib qui est le PDG de Novespace, à l'époque, il était CEO et Jean-François Claret qui était président. Ils me disent: «Voilà, on a un projet, on est sollicité par une association qui s'appelle Rêve de gosse, qui est une superbe association qui permet à des enfants, hem, ordinaires et extraordinaires, heu, voilà, de réaliser leurs rêves, de voler en petit avion». Donc il y a plein de bénévoles qui viennent, et contribuer et il me disait: «Voilà, on a ce projet». Il nous demande si ce serait possible éventuellement d'emmener dans l'avion parabolique, des enfants en situation de handicap, donc des enfants même paraplégiques et de leur permettre de faire l'expérience de l'impesanteur, voilà, de se mettre debout ou de se remettre debout tout seul et donc à chaque fois que j'en parle, ça me fait quelque chose et donc il me dit: «Voilà, c'est un projet, est-ce que tu veux bien, t'en charger?» On a une enveloppe qui était donnée par l'ESA D'accord. et donc voilà, je dis: «Bah, carrément, c'est magnifique, c'est T'en super». charger, ça veut dire quoi concrètement? Et bien, de gérer le projet, de gérer le Mmh. projet, heu, donc c'est pas moi qui allais faire la sélection des enfants et cetera, mais de gérer la sélection, de gérer les familles, de faire se parler tous les experts médicaux, Mmh. de faire rentrer le projet dans une enveloppe de budgétaire aussi, d'organiser les déplacements et cetera. Donc gérer ce projet-là et le projet se fait. On sélectionne, des enfants dans toute l'Europe et on fait ce vol. On fait ce vol qui a un succès, incroyable. Et les enfants, ils ont quel type de handicap? Alors, on avait, donc on n'a pas pu avoir beaucoup d'enfants, hein, parce que c'était quand même un pari, extrêmement osé, magnifique. C'est la première fois de l'histoire que ça se faisait. Mmh. On avait des enfants en situation de handicap moteur, donc on avait des myopathies, on avait, des paralysies cérébrales, et puis on avait des enfants qui avaient été accidentés.
Donc Des garçons, des toujours filles, des garçons, des filles. Et puis on avait, 2 enfants qui, en plus d'un handicap moteur, donc soit une paralysie ou quoi que ce soit, avaient un petit handicap mental et on les a emmenés, donc on était équipés, hein. Chaque enfant avait un instructeur et un astronaute. ah ouais? Ah ouais, ouais, il y avait une méga délégation et on est partis, on a fait ce vol et c'était sublime. C'était vraiment magnifique, beaucoup, beaucoup d'émotions et puis, heu, tout s'est hyper bien passé. C'est ça aussi que tu les enfants, les ados, on avait 2 adultes aussi, on avait un Allemand qui était, tétraplégique et ils ont fait ce vol, de façon magistrale. Ils se sont éclatés. C'était extraordinaire, Et quand vraiment tu extraordinaire. quand tu vois quelqu'un qui passe sa vie en fauteuil et qui tout d'un coup arrive à tenir sur ses jambes parce qu'il est dans l'avion devant toi, qu'est-ce que tu Alors, ressens? déjà, moi, j'essaye de freiner cette fibre-là qui est hyper présente, qui est hyper, hyper présente parce qu'on est là pour travailler, on est là pour les garder en sécurité donc on a un moi, j'essaye de me focaliser très, très fort et je me focalise très, très fort sur le vol, sur, assurer, sur tout faire comme il faut, être alerte, et cetera. Donc j'ai pas je m'empêche d'avoir des émotions. Par contre, quand tu mets pied à terre, que tu te fais là, à chaud, le truc et quand tu revois des images, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça, et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Et en parlant de handicap ou de handicapés, moi, quand je me suis pointé au mon premier vol parabolique, j'étais invité, par Novespace à, être dans l'avion pendant lequel Thomas Pesquet allait passer son permis, en fait, de vol parabolique, Mmh. puisqu'il est, Tu pas eu trop pilote. peur? Non, Non. j'avais encore plus confiance parce qu'en plus, quand je me suis pointé, je me suis rendu compte que mon instructrice, c'était toi Ah oui, c'est et je le mais savais oui. pas. Ouais. Je suis arrivé, j'étais un peu stressé le matin et c'était très tôt. En plus, j'aime pas me lever tôt le matin et j'aime pas l'avion en plus. Enfin là, ça va, mais à l'époque, j'aimais pas trop l'avion et donc j'arrive, fatigué, un peu stressé, un peu tendu, mais en même temps content et je vois tous les gens qui sont dans mon équipe et instructrice Laura. Mmh. Ça t'a rassuré ou ça t'a fait flipper? Franchement, non, Ouais, j'étais bon. content. Non, j'étais content, Mmh. j'étais content. Pour le coup, ma première parabole était beaucoup plus libre que la tienne. On Mmh. était vraiment, on pouvait faire ce qu'on voulait en Oui. gros, quoi. Donc je me rappelle que tu m'avais conseillé d'être allongé sur le dos Mmh. pour bien ressentir toutes les sensations de la ressource dont tu parlais Mmh. et j'avais fermé les yeux et au moment où j'avais réouvert les yeux, on était déjà en Mmh. apesanteur et le plafond était là, tu vois? Oui, oui. C'était Ouais. dingue, c'était Ouais, ouais, dingue, c'est, comme dans un rêve, quoi. j'avais craint, heu, parce qu'on a parlé des vols scientifiques, mais il y a un autre type de vol qui sont les vols commerciaux. Donc on a les vols découvertes où ce sont des gens qui vont payer, donc un ticket, un Mmh. siège pour faire l'expérience, d'une quinzaine de paraboles. Et puis, Novespace vend aussi de façon un peu plus, exceptionnelle, des vols dans leur intégralité, à par exemple des pays, comme on va faire ce week-end au Portugal, où, on a alors je vais pas le dire en portugais parce que ça va pas le faire, mais c'est Astronautes, pour un jour, où le Portugal organise une sélection d'astronautes, de jeunes astronautes, une vraie sélection, vachement dure. Pas des astronautes? Non, de jeunes, de OK. jeunes étudiants, lycéens, pour, pouvoir être pris et faire partie de cette équipe de 40 qui vont faire un vol parabolique, heu et bah, dimanche prochain. Et tu seras là-bas? Je serai là-bas, je serai avec eux. On a aussi, des vols à caractère plus, marketing ou publicitaire. Puis il y a même eu, des scènes de films Il y qui a ont des été films? Ah oui, vous tournées, tournez des films? ouais, donc il y a Tom Cruise qui est venu voler à Novespace, Ouais. pour le chef-d'œuvre de La Momie 3. Je préfère que ce soit toi qui le dise, tu vois? Alors il y a une scène extraordinaire quand même, qui est celle qui a été tournée, dans notre avion parabolique, Ouais. qui est cette scène en apesanteur et donc ils sont venus avec toute son équipe, la tourner, sur plusieurs vols. En tout cas, sur tous les interviews de promo que fait Tom Mmh. Cruise, il parle de Ah vol c'est vrai? parabolique. Ouais, Bah, donc c'est normal.
C'est normal, non, c'est extra. On a volé avec Usain Bolt. Donc ça, c'était fascinant parce que, c'était surtout fascinant de l'observer en train de se préparer. Ah ouais? Ouais, parce que ce monsieur, c'est un bon, voilà, c'est un monument et c'est un type qui est là pour exceller dans le contrôle de son corps en gravité terrestre. Ouais. Et là, on va lui demander de faire quelque chose dans une gravité qu'il connaît pas et ça l'inquiétait, vraiment. Je pense que voilà, il se préparait à effectuer une perfo dans un environnement qui était complètement inconnu et je me souviens qu'il était venu me voir. Il était là avec toute son équipe, les membres de sa famille aussi et puis il s'échauffait et il était venu me voir en me disant: «Comment tu t'entraînes?» Et je alors, mmh, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Et c'était un moment pour moi que Tu fait Usain style quand Bolt. même, t'as fait semblant. Tu lui dis, Non, pas trop, non, pas trop. tu lui as dit: J'ai «Il y a dit rien à faire». franchement, j'ai dit: «Regarde-moi si j'y arrive, ça va bien se passer, quoi». Donc voilà et donc sur les vols découvertes, on a des équipes, donc l'avion est divisé en 4. On a 10 passagers par équipe et par équipe, tu as un instructeur et un personnel navigant de sécurité, PNS et souvent, je me montais la tête en me disant: «Mince, mes passagers qui vont arriver, qui vont voir qu'ils sont avec la seule fille instructeur, ils vont vriller. Ils vont ja Tu ils penses? vont être C'est vrai? dégoûtés». Mais moi, je me disais ça. Je me disais: «Ils vont être dégoûtés, ils vont avoir peur. En plus, ils vont voir que je suis la plus petite, que je touche pas le plafond». Parce que toi, tu touches le plafond. Oui. Oui, donc tu te stabilises. Moi, je peux pas, me stabiliser comme Oui, ça. mais il y a des crochets en bas, tu mets tes Oui, il y pieds a des dedans. crochets, mais il Il y faut a faut pouvoir il bouger, y a des harnais. faut pouvoir te rattraper. Tu te souviens pas, mais moi, je t'ai rattrapé des fois. Si, tu m'as attrapé, je me souviens très bien. Donc Pour me plaquer au sol, pour se plaquer le mousse. pour pas que je me blesse. Mais bah, oui, parce que si tu retombes, de 0G à 2G. Oui, parce que ce qui est dangereux quand même, c'est que tu as une liberté incroyable en 3 dimensions pendant les 22-25 Oui. secondes Mmh. d'impesanteur. Tu peux te retrouver, effectivement la tête en bas, tu peux t'asseoir au plafond, c'est un Mmh. truc, qui est Ce super qui à est faire génial d'ailleurs. ça, ouais, ouais. Le problème, c'est que le passage de 0G à 1 et plus, il se fait en 1 seconde. Si tu as Alors, pas bien écouté, enfin en tout cas, c'est c'est comme ça. ça que ça se Ouais. ressent. Je sais pas Mmh. si c'est C'est 1 parce que tu seconde ou une m'écoutais pas. demi-seconde. Voilà, il faut bien écouter son Et c'est normal, instructrice c'est normal. Tu es complètement: «Ouah!» comme ça et nous on hurle: et «Mettez les pieds au sol!» tu peux te faire très, très mal. Alors, on a nos Vespas, on est formés et on fait très attention à ça. Hem, mais si tu es pas encadré correctement, si tu es pas formé au préalable, et si tu es pas un minimum docile, tu peux te faire mal. Tu peux te faire mal, vraiment. Parce que comme tu l'as justement expliqué, si tu es scotché au plafond à 0G et que tu retombes d'un seul coup sans t'y être préparé et en fait, tu as quelques secondes quand même pour te préparer. Nous, on a des indications audio dans la cabine, tu vois? On Mmh. on a, il y a pas de vitre. Les hublots sont calfeutrés. Tu as tout le capitonnage, qui bouge cette vue-là, pour des besoins scientifiques et puis aussi parce que ça n'apporte rien et puis que ce serait potentiellement dangereux. Si bien que nous, navigants, comment on sait pour savoir où on en est dans la manœuvre? Bah, justement, les pilotes nous indiquent où ils en sont par des codes. Donc où ils nous font des comptes à rebours, où ils nous indiquent l'angle d'inclinaison de l'avion et nous, on a l'habitude. Mais toi, si tu entends, 30, 40, instinctivement, tu vas pas comprendre: «Dépêche-toi de t'asseoir» ou d'attraper une main courante ou Ouais. je sais pas quoi et c'est ça qu'on vous communique. Ouais. Donc les vols découvertes, c'est sensationnel parce que déjà, tu es en apesanteur avec tes passagers, mais surtout, tu te prends à chaque fois des charges de bonheur, que tu ressens, hein. Je pense que Ouais. je pense que les passagers, et nous-mêmes, on produit des tas d'hormones, de plaisir, de bien-être qui diffusent et ce sont des moments très addictifs. Et je me souviens tu parlais de la banane tout à l'heure. Mmh. Je me souviens vraiment de ça, Ouais. la première parabole, la première fois que tu te Mmh. retrouves en apesanteur. Rien ne pèse dans ton corps, Plus rien. tes organes pèsent pas les unes sur les autres, Parce tu que voilà, il y a plus de poids à proprement parler. exactement. Mmh. Il y a vraiment cette vague de bonheur, tu as un sourire, jusqu'aux oreilles qui est
tellement spontané, qui est tellement, in instinctif presque. C'est justement difficile d'en parler parce que est-ce que c'est instinctif, vraiment? Mmh. Est-ce qu'on vient retrouver quelque chose qui est très profond, ancré en nous, dont on n'a plus conscience? Puis en plus de ça, au niveau sensoriel, hem, on a un reset qui est fait sur, heu, sur certains sens. C'est-à-dire? En fait, tu sais, tu as la vue, alors nous, on a l'habitude, on peut ouvrir, fermer les yeux, on contrôle très, très bien ce sens-là. Pareil les oreilles, on bouge, on débouche les oreilles, bon, ça va. On a un bon contrôle de ce truc-là. Hem, Par contre, il y a des influx sensoriels, des informations qui sont envoyées au système nerveux central dont on a moins conscience. Par exemple, tout ce qui est neurovestibulaire, donc on le sent quand on a le mal de mer, mais sinon, là, on ne sent pas qu'on a notre, oreille interne qui nous donne à chaque instant Ouais. une information. D'accord? C'est-à-dire le fait de savoir que les pieds sont au sol, Alors ça, c'est la proprioception. C'est c la peau, les muscles, justement. Extéroception, proprioception. C'est encore en plus, ça, on le sent pas. Par exemple, heu, en permanence, tu as un influx sensoriel qui dit: «Ma tête est droite, ma tête est droite, ma tête est droite, et mes ça pieds vient touchent le d'où? sol, mes pieds Ça touchent vient le d'où sol». ça? Eh bien, ça vient de l'oreille interne. Ouais. Pour tout ce qui est extéroceptif, c'est ta peau. Mmh. Donc là, ils vont dire: «Je suis en contact avec quelque chose, au niveau des fesses, des cuisses et du bas du dos. Il se peut qu'on soit assis», tu vois? C'est ça, à chaque instant. Donc sous les pieds, pareil. Et pareil, quand tu te mets debout, tu as la vue qui dit: «Ah ouais, je suis un peu plus haute, par rapport à la porte», avec des repères visuels intermédiaires et cetera. À chaque instant. Et en fait, quand tu es en impesanteur, et ben, on a tout ce qui est proprioceptif et extéroceptif, donc toute l'information. Par exemple, là, j'ai, mes articulations du genou qui dit: «On est plié, on est plié. Il y a de grandes chances qu'on soit assis». Grandes chan Et tout ça est corroboré par la vue, Ouais. par l'oreille interne. Mais si tu bascules le canapé là comme ça, on va avoir un conflit sensoriel court, si tu veux, là, on va me dire les genoux, les cuisses vont dire: «On est en position assise, on est en position assise». L'oreille interne va dire: «Non, non, non, pas du tout, on est allongé», et les yeux vont dire: «Je vois le plafond, c'est bon». Donc tu vois? Et ça, on n'a pas conscience de ça. Moi, c'est ce qui m'a marqué très, très fort, c'est que ma première parabole en apesanteur, j'ai comme eu un reset de tout mon corps et j'ai trouvé ça génial. Alors est-ce que ça a contribué à cette béatitude, ce sourire, voilà, ou est-ce que, comme tu disais, on a quelque chose de beaucoup plus instinctif? J'en sais rien, en tout cas, c'est toujours génial. En tout cas, il y a une chose que je fais de tout le temps maintenant, dès que je suis en présence d'enfants très, très jeunes, Mmh. c'est que je les lance en l'air comme ça et Faire je attention. regarde leur sourire. Non, mais tu sais, je les rattrape et cette demi-seconde Mmh. où ils sont aussi en apesanteur, Ouais. comme tu t'expliquais avec la balle tout à l'heure, tu les lances, il y a pas un enfant qui n'aime pas ça. Mmh. C'est leur truc préféré. Tu as Ouais, j'y avais l'impression jamais que pensé. tu les lances, tu les mets en apesanteur Mmh. pendant une demi-seconde, tu as l'impression que c'est leur truc préféré Mmh. Ah, c'est marrant. et je me demande s'il y a pas quelque chose d'instinctif quand même là-dedans, tu vois? Ah, mais moi, j'ai tendance à te rejoindre là-dessus, mais c'est difficile d'en parler, c'est difficile de l'expliquer, mais je te rejoins là-dessus. Je vais Mmh. essayer, je vais essayer. Et donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est intéressant pour des scientifiques de venir avec leur expérience dans un vol parabolique? Alors, déjà, ils travaillent là-dedans a priori, où ils veulent démontrer quelque chose ou faire de la recherche en apesanteur, et bah, c'est hyper intéressant parce que c'est beaucoup moins contraignant et beaucoup moins coûteux que d'emmener une manip, à bord de l'ISS. Alors bien sûr, tous les domaines scientifiques, ne sont pas éligibles au vol parabolique, hein. Il faut qu'on puisse, que les scientifiques, puissent, mener à bien leur protocole de recherche, sur des manœuvres, somme toute courtes. Et puis il y a des choses qui ne sont pas observables. Par exemple, on ne va pas regarder la fonte musculaire ou la déminéralisation osseuse, sur un organisme vivant sur des périodes aussi courtes. Peut-être sur des cellules, voilà, mais il faut, que le protocole, et le domaine soient éligibles en fait à ces manœuvres-là.
Donc on a des choses instantanément qui fonctionnent bien. Tout ce qui est physique des fluides, les fluides, tu vois? Ils se Ouais. comportent instantanément différemment quand ils sont, plus assujettis enfin, quand ils sont en apesanteur. On a tout ce qui est, matière granulaire aussi ou tout ce qui est neurovestibulaire, les choses parce qu'encore une fois, tu as des fluides donc voilà, on a beaucoup de domaines scientifiques où on va observer où les scientifiques vont observer des modifications instantanées et c'est hyper important pour faire progresser la recherche, la science en la matière ou pour améliorer ou valider des protocoles ou des procédures ou des procédés, pour notre industrie sur terre, par exemple. Mais c'est aussi parfois la seule façon d'observer certains phénomènes. Tu vois, par exemple, en apesanteur, tu n'as plus de force, tu peux plus observer certaines forces. Donc la sédimentation ou stratification, on la voit plus, tu vois? Les trucs les plus lourds qui tombent vers le bas, ça existe Ouais, plus, bien sûr. d'accord? Il y a plus de haut, il y a plus de bas. Voilà, la densité, ben, voilà, ça a plus véritablement, d'impact. On n'a pas de convection, de force Ouais. de convection non plus. Tu sais, quand tu fais bouillir, des coquillettes, tu as ce mouvement-là, si tu as une Ouais. casserole en verre, tu peux le voir. Que Voilà, le ça va chaud faire va que vers le haut et que le voilà, froid reste en exactement. bas. Eh bien, si tu fais une ébullition en apesanteur, c'est pareil, tu vas pas avoir des bulles qui montent comme ça, tu vas avoir une grosse bulle qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle comme ça et là, tu te dis: «Mais à quoi ça sert?» et bah, ça sert à faire progresser la science pour améliorer les procédés qui ont, qui utilisent l'ébullition. Hem, Parce qu'on va observer des phénomènes qui sont absolument inobservables et on va pouvoir voir des choses qu'on ne peut pas voir et on va pouvoir avoir de nouvelles idées pour améliorer certains procédés. De la même façon, tu vois ce que c'est une émulsion? En cuisine, je vois ce que c'est, Et ouais. ben voilà. Alors une émulsion, c'est 2 fluides ou plus qui sont a priori peu ou non miscibles, que tu peux pas mélanger, donc typiquement vinaigre et huile, Ouais, voilà et tu vas vouloir les émulsionner pour une qu'ils se vinaigrette. mélangent, pour faire une petite vinaigrette. Ouais. Donc soit tu peux avoir une émulsion mécanique où tu vas secouer comme ça et puis ça va rester un peu comme ça un certain temps et puis après il va y avoir une séparation de phase à cause de la densité ou tu peux avoir recours à un émulsifiant. Un émulsifiant, c'est un truc qui va tenir d'un côté le vinaigre et de l'autre l'huile et qui va stabiliser cette émulsion. Pour la mayonnaise, c'est le jaune d'œuf, tu vois? Sauf que la vinaigrette, tu la laisses 2 jours sur ton plan de travail et la nature va Ça se resépare. ça se ressépare. Donc ça, c'est parce que, bah, voilà, on a ces problèmes de densité et cetera. Ces problèmes, on a ces trucs de densité. C'est aussi pour ça que dans beaucoup d'aliments ou de cosmétiques, on a des émulsifiants pour stabiliser ces émulsions, sinon ça serait pas appétissant, tu vois? Ouais. Donc on a de la lécithine de soja par exemple ou émulsifiant et bien c'est pour stabiliser justement, des émulsions et on retrouve les émulsions dans plein d'industries, donc on va parler de l'industrie, alimentaire, cosmétique aussi. Ouais. Chaque shampoing ou gel douche, c'est une émulsion. Mais on utilise les émulsions aussi pour refroidir, les centrales nucléaires ou par exemple dans les pipelines, tu as des débris, de la terre, des cailloux, de l'huile et de l'eau. Huile et eau, ça fait une émulsion et on a grand intérêt à faire voyager ces émulsions plus rapidement, améliorer le procédé. En fait, le comportement des émulsions en apesanteur, il est complètement différent sur terre et en micropesanteur et la chance de pouvoir les observer et ben, on va trouver des moyens de mieux faire ces choses-là. Parce qu'on va les connaître mieux, parce Parce qu'on les qu'on va aura mieux les testés dans un connaître. environnement Exactement, unique exactement. et en plus, si j'ai bien compris, c'est l'occasion pour les scientifiques de participer à l'expérience, d'être à côté de leur expérience. Ils peuvent Alors pas, tu l'as dit dans les drop towers, dans ces tours mmh, où on fait chuter en chute libre un appareil, ils peuvent pas y être, c'est pas assez grand. non, Ils peuvent pas aller sur la station spatiale internationale, ils sont obligés de, confier ça à des astronautes. mmh et Mais là, ils puis, peuvent. écoute, là, ils peuvent opérer leur charge utile, faire des ajustements si nécessaire, Mmh. et bah, déjà, c'est un accomplissement, c'est extraordinaire en soi, mais techniquement, c'est un gros avantage. C'est un très gros avantage. Donc on l'a dit tout à l'heure, tu es un peu une bébé du spatial finalement, comme moi. Tu as commencé ta carrière dans le spatial plus ou moins directement Absolument directement. et ça fait donc on va pas dire combien d'années, mais peu importe, dans le spatial
Est-ce que tu peux 17-18 ans, ouais. 17 à peu près 18 ans. Mmh. Est-ce que tu peux t'imaginer avoir fait ta carrière jusqu'à présent dans un autre secteur? Oui, Ouais? ouais, Lequel par exemple? n'importe lequel, N'importe? n'importe lequel. Tu penses Par que contre, je pense que je m'éclaterais vachement moins. ah oui, Ah moi, je peux m'imaginer tout faire, enfin, j'ai pas les capacités pour tout faire, mais ça a été vraiment une opportunité, le fruit du hasard. Donc oui, je peux tout à fait si ta question c'est est-ce que je peux m'imaginer dans une autre industrie? Carrément, carrément. Est-ce que je prendrais autant de plaisir? J'en doute, j'en doute. Mais j'aurais adoré travailler, dans le médical, ça c'est voilà mes premières amours. mmh. Hem, Est-ce qu'il y a des choses que tu as, que tu vécues dans ta carrière, par ta carrière, dont tu te dis: «Ça, c'est vraiment que dans le spatial»? Bah, les vols paraboliques. Ouais. Les vols paraboliques. Alors oui et puis, pas forcément parce que je viens d'expliquer qu'il y avait des investigateurs qui font de la recherche dans d'autres domaines, et qui peuvent être intéressés, mais a priori, bon, voilà, ce sont des gens qui vont être dans le spatial. Hem, former des astronautes, enfin voilà, c'est vraiment que dans le spatial. Hem, assister, à des lancements. Vibrer, je sais pas si c'est ça ta question, mais toutes ces choses-là, la sentir la terre vibrer, chose que tu as ressentie beaucoup plus souvent que moi parce que tu es allé à beaucoup plus de lancements que moi. Mais côtoyer, des individus qui font des sacrifices aussi grands, alors qu'ils sont ultra héroïsés, qu'on parle pas assez de ce sacrifice et de participer en fait, à cet énorme projet. Moi, j'adore, j'adore, je trouve ça génial de A à Z. Quand tu travailles dans les vols spatiaux habités, il y a très peu de chances que tu retrouves, en tout cas moi dans ce que je fais, que tu te retrouves à faire la même chose, autre part, quoi. Et bizarrement, le vol spatial habité a besoin de toutes les industries. On a besoin de cuistots, on a besoin de techniciens, on a besoin de médecins, on a besoin de toutes les De coach compétences, sportif, de coachs sportifs, hem, d'ingénieur informaticien, de tout, tout, de communicant, absolument tout, très peu, mais très peu. pas les S meilleurs. non, mais voilà, c'est un peu comme à l'armée quelque part, même si c'est une comparaison heu, qui est peut-être pas la meilleure, mais tu vas retrouver tous les corps de métier. C'est pareil pour le vol spatial Mmh. habité où on transpose en fait, des humains dans un environnement ultra hostile. On a besoin de toutes les compétences. Bon Laura, avant de se quitter, j'ai un round de questions rapides, un Oui. petit tour de questions rapides. Mmh, Donc moi, je pose rapidement les questions, toi, tu peux prendre le temps d'y répondre si tu as envie. mmh. La première question, c'est la question moins plus. Est-ce que tu connais la question moins plus? Alors, vas-y. La question, c'est, heu, qu'est-ce que tu aurais aimé faire moins dans ta carrière, depuis le début jusqu'à maintenant et qu'est-ce que tu aurais aimé faire plus? Si tu me permets de réécrire l'histoire, ouais, j'ai plein de trucs à changer. Si je pouvais réécrire l'histoire, j'aurais aimé être, plus mature professionnellement plus tôt, mais Ça, c'est c'est pas dans l'ordre possible. des choses, c'est pas possible. D'accord, donc je peux pas changer le cours. Alors, j'aurais aimé moins me préoccuper de certaines craintes, pas les miennes, celles des autres, de certains a priori, de certains égos, de certains comportements individualistes. C'est des choses qui m'ont demandé beaucoup d'énergie. En fait, comme tu disais, on est des bébés du spécial. Moi, j'ai débarqué avec toute la fraîcheur et la naïveté parce que j'ai pas fait une école, j'ai pas eu de vocation précoce dans Mmh. le spatial. Ouais. Aujourd'hui, c'est une vocation absolument assumée, mais j'ai pas eu de vocation précoce, j'ai pas eu de fascination, précoce pour le spatial et il y avait pas eu toute cette préparation de terrain avant. Il y avait je fais pas partie des on a un entre-soi très fort dans les vols spatiaux habités. Un Ouais, entre-soi, ouais, ça peut c'est être vrai. un gros mot, mais pas du tout. C'est très hyper pratique l'entre-soi. On est d'accord hyper Il y vite, a un côté famille, ouais. voilà et moi, je suis arrivée avec, nos limites, où je voulais, travailler à fond avec tout le monde sur plein de trucs. J'étais disponible, j'étais pleine d'énergie et j'ai heurté certaines personnes parce que, et ben, il y a eu des craintes, il y a eu, des interrogations et on se dit:
c'est qui? Qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut faire?» Exactement, dans ces craintes de précarité, encore une fois, dans une industrie qui est très prestigieuse, hein. Travailler au Centre européen des astronautes, c'est extraordinaire et il y a des gens qui se battent longtemps pour pouvoir y accéder et moi, je suis une sorte d'exception. Peut-être toi aussi parce que Parce qu'on s'est pas battu pour, on y s'est arriver, pas c'est ça? battu Ouais. et que c'est super dégueu pour les autres, mais c'est comme ça et ça n'enlève rien à notre capacité à bien travailler, mais ça interroge et ça a interrogé et ça m'a meurtrie Mmh. et j'ai dépensé énormément d'énergie à essayer d'anticiper certaines craintes, alors que je pense que ça sert pas à grand chose. Ouais. Je pense on peut faire son chemin, heu, sans dépenser autant d'énergie comme j'ai pu en dépenser. Donc j'aurais aimé faire moins, heu, de focus sur ces choses-là, sur les autres. Et plus alors, si tu pouvais faire quelque chose de plus, tu ferais quoi? Encore plus de travail en équipe. Être encore plus avec mes collègues, être encore plus avec les, les jeunes, parler encore plus de ce métier, heu, être encore plus avec les autres. Tu as parlé de ce côté famille un petit peu Oui. du vol spatial habité, mais on peut parler du spatial de manière générale. Il y a vraiment une culture du spatial. Tout le monde dans le spatial, en tout cas tous ceux que je rencontre, ont un livre spatial préféré. Est-ce que toi, tu as un livre spatial préféré? Alors mon livre préféré, tout le monde va en parler dans ce podcast, c'est bien sûr le chef-d'œuvre de Marion Montaigne. Ouais, bon voilà, je suis obligée, j'adore ce bouquin, j'adore cette fille, Dans elle est la peau extra, dans la combi dans de la Thomas combi de Thomas Pesquet. Pesquet. Mais je dois en trouver un autre. Hem, alors j'ai lu The Right Stuff, qui est, l'étoffe des héros. Hem, j'ai pas lu 36 bouquins, heu, dans le spatial, mais celui-là m'a plu parce qu'il y a donc ça retrace un petit peu l'histoire, voilà, de la conquête spatiale américaine à travers, les héros, les pilotes d'essai, les premiers astronautes américains. Mais il y a une espèce de petite critique subtile, de la héroïsation qui est faite par la société et les médias et je trouve ça super chouette. Après, Hem, j'ai beaucoup aimé les autobiographies de Scott Kelly et Chris Hadfield parce qu'ils racontent leur mission, Mmh. ils racontent leur travail et puis ils viennent mettre aussi tout ça en perspective avec, heu en racontant un peu les défis à relever, le fait de toujours apprendre tout le temps en permanence, le travail en équipe, le challenge psychologique aussi, et physique d'une mission de 1 an. Donc heu, donc voilà, ça fait 3 livres. Ouais, Ça fait même 4 livres. 4 livres. C'est Scott Kelly qui est resté 1 an dans l'espace 1 et an, qui a appelé son livre incroyable. Endurance Endurance, ouais. et Mmh. qui est assez fascinant. C'est quelqu'un qui est assez discret finalement. Moi, il me faisait peur. Il me faisait peur au début de ma carrière quand il fallait que j'entraîne Scott Kelly, Ouais, j'étais flippée à fond. ouais. En fait, il extra hyper gentil, Il est gentil, mais il hyper est gentil. très discret C'est vrai, et donc j'étais surpris de le voir écrire ce livre, à vrai dire et son livre est très il a bon, je bien trouve. fait. Mmh. Ouais, ouais, ouais et les films, tu as un film préféré? Un film spatial préféré? Tout le monde a ça. Alors, Chez nous, tout le monde a ça. je sais que tu as vu aucun Star Wars. Putain. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Moi non plus. Je n'ai vu aucun Star Moi Wars. non plus. J'ai vu des bouts, mais c'est tout. Ouais. Il y en a un qui m'a particulièrement marquée, c'est Proxima, réalisé par Alice Vinocourt. Bon déjà, j'ai la joie de connaître Alice qui est une fille extra et qui a fait un travail, génial, qui a travaillé aussi avec toi, Mmh, c'est vrai. sur, Mmh. et avec Léza sur ce film et j'avais la trouille de voir ce film que j'ai vu assez tardivement. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait eu un lien où on était un peu privilégiés, on pouvait le voir, Ouais. en avance de phase. Il y avait Mmh. même des projections, à Cologne, je C'est un crois. tournage qui s'était organisé au Centre des astronautes à Ouais. Cologne, grâce à nous, avec nous, Mmh. et puis dans d'autres endroits. Et on avait suivi, moi j'avais suivi les débuts, même le scénario, etc. C'était très documenté. Ouais. Alice Winocourt voulait faire un film très proche de la Elle était réalité. venue, avec ses acteurs et je les avais entraînés. Ouais. D'ailleurs, ils étaient venus, sur, une de mes charges utiles et j'ai mis beaucoup de temps à voir ce film, T'as fait peur de quoi? d'être blasée. C'est-à-dire? J'avais peur de voir des trucs inexacts et qui rendaient pas vrai. C'est horrible de dire ça, Mais ça, mais c'est dingue parce que moi, quand je l'ai vu, oui, mais je suis sorti de là, au contraire, avec le sentiment d'avoir passé
1 heure et demie à la maison, quoi, chez moi. Alors Tellement c'était alors c'est réaliste. ultra réaliste, c'est un regard extrêmement intime. L'histoire, c'est grosso modo, une astronaute française, se prépare à partir pendant 1 an à bord de la station spatiale internationale, donc entraînement hyper intensif et elle doit, aussi, préparer la séparation avec sa fille de 8 ans. Et donc ça vient soulever un peu tous les défis professionnels en parallèle des challenges, émotionnels, parentaux, et c'est réalisé de façon extraordinaire et je me souviens, j'ai vu ce film, lors d'un festival. Je faisais partie du jury, des de cinéma et j'ai été balayée par ce film. J'ai rien vu venir et à la moitié, je me suis faite embarquer et c'était, une émotion folle. C'est très, très beau, c'est très juste, très vrai et puis encore une fois un regard, très intime, très, voilà, j'aime beaucoup ce film. J'aime Moi beaucoup ce aussi, film. moi aussi. Mmh. Quelle est la chose la plus précieuse que tu aies apprise pendant ta carrière? Que l'inertie, les guerres de chapelle, les précarés et cetera, cette inertie dans cette industrie et très probablement dans d'autres, est extrêmement difficile à contrecarrer. Et qu'on m'explique que c'est difficile et que c'est pas grave, qu'il faut être patient et persévérant. J'imaginais absolument pas que les choses pouvaient être si lentes à bouger, avec autant de force et d'intelligence dans cette industrie, que les choses aillent aussi doucement et parfois pas dans la bonne direction. L'inertie. Et si tu avais un conseil à donner à une jeune personne aujourd'hui qui voudrait se lancer dans une carrière spatiale, ce serait quoi? Bien asseoir beaucoup de compétences, hard et soft. Vraiment, c'est capitalise sur tes connaissances et tes compétences. Forme-toi, forme-toi, à plein de trucs tout le temps et la deuxième chose, c'est saisis des opportunités qui t'attirent, même si a priori c'est pas dans le spatial. Dans le spatial, on a besoin de tout et petit à petit, voilà. Je pense que quand on alimente en énergie, même si c'est pas exactement où on veut, quand on alimente en énergie positive, quand on travaille en équipe et cetera, je suis persuadée que, petit à petit, les choses s'orientent vers peut-être cette industrie, des vols spatiaux habités. Donc s'investir, même si apparemment on n'est pas exactement dedans, mais bon, voilà. S'investir en tout cas. S'investir, se donner à fond. Et donc Laura, je t'ai demandé de nous amener un objet qui symbolise ton attachement au spatial. Oui, alors, et malheureusement, j'ai pas pu l'apporter parce qu'il est trop volumineux. Il est trop gros? Il est trop gros et j'aurais pu choisir quelque chose d'autre, mais voilà, celui-là, c'est mon préféré. Donc j'ai grandi en Isère et j'allais à l'école qui faisait maternelle, école, collège et il y a, quelques années, nombre certain d'années, l'école vendait les bureaux de la maternelle. Donc c'était les petits bureaux en bois, tu sais, des des Ah des les, années oui, oui, des oui, années des années 80, des bureaux d'enfants. des tables, bureaux, Voilà, des petites tables bureaux, d'écoliers, ouais. donc avec un petit tiroir, la petite chaise et tout ça et donc j'en ai, mes parents en ont récupéré un. On l'a poncé, on l'a tout préparé et je l'ai emmené à l'EAC avec moi et je fais signer le dessus de ce bureau par tous les astronautes que j'entraîne. Donc C'est pas vrai. si, si, c'est cool. Donc j'ai acheté des stylos spéciaux et cetera et donc là, il commence à y avoir pas mal de signatures. Alors il y a des noms qui reviennent, donc ils mettent des tirets avec leur mission dessous. Ça me Ah oui, rajeunit ah pas, oui. mais bon voilà, avec toutes les couleurs, c'est hyper beau et donc voilà, je pense que je vais bientôt le vernir et puis, le donner à ma fille. Bah, Laura, merci. Merci à toi. Merci d'être venue, jusqu'ici et merci d'être une de celles qui, sur Terre, font l'espace. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Elles font l'espace, en partenariat avec Novespace. Cet épisode était produit et réalisé par François Bonnet, Cyril Nobilet et Yann Famoutri. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre plein d'étoiles. Et nous, on se retrouve très vite sur vos plateformes préférées pour un nouvel épisode de Elles font l'espace.